Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue dans Backcheck, le débrief pour tout savoir sur cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme, il y avait des derbies bien sûr. Il y a eu des émotions, des buts et aussi des anniversaires à fêter. Bref, ça c'est le programme. On est en compagnie de Freddy Bobillier, en compagnie de Christophe Val. Freddy, qu'est-ce que tu vas retenir toi de cette soirée ? Grâce à son début de match extraordinaire, Ambry Piotta a réussi à remporter le derby tessinois avec quelques frayeurs en fin de match. Et toi, Christophe ? Zurich, le retour de Zurich avec lors des 2 derniers matchs, ne pas avoir encaissé de but. Stéphane ? Et Fribourg s'impose à la maison en prolongation contre le LHC, un peu décimé par les blessures, mais une victoire qui fait du bien à Fribourg-Gotteron. Oh, oh. Oula, champagne en effet pour Fribourg. Et du reste, c'est Charles Bertrand qui a marqué le game-winning goal. Et oui, 5 matchs au programme de cette soirée de National League, des derbies, on vous l'a dit, et surtout des affiches où il n'y a pas eu forcément beaucoup de buts non plus. Il y a eu des coups de poker tentés par certains entraîneurs qui ont sorti leur gardien très tôt. Ce sera le cas notamment du côté du Stadion, on y reviendra. Mais comme mise en bouche, messieurs, moi je vous propose un petit Rapperswil-Berne, puisque je sais que vous êtes nombreux bien sûr à nous suivre et souvent vous nous titillez sur nos expressions de commentateurs, à savoir « Oh, il est toujours difficile d'aller jouer à tel endroit ». Ou à tel endroit. Alors là, je ne vais pas vous la faire, je ne vais pas vous dire « Oh, c'est difficile d'aller jouer à Rapperswil » parce que c'est tout simplement une des moins bonnes équipes à domicile. Mais quoi qu'il en soit, le CP Berne a attendu la 9e minute de jeu pour ouvrir le score. Freddy Bobillier, Tristan Chervet, encore et toujours, qui nous rappelle que décidément, c'est tout un joueur désormais. Oui, du Tristan Chervet qu'on aime voir quand il joue comme ça. Il a vraiment monté son niveau de jeu d'un cran cette saison depuis, je dirais, les derniers championnats du monde avec l'équipe nationale où il a vraiment montré de quoi il est capable. Ce n'est pas seulement un joueur qui est agressif dans les bandes, mais il est capable de marquer des buts. Il est très rapide en ligne droite. Puis là, il exécute une parfaite feinte pour tromper Niffeler. Oui, Niffeler battu 1-0. Le CP Berne qui va doubler la mise sur Powerplay et qui allait Anderson sur un assist d'Arco Bello. Il semblerait, là, sur ce coup-ci, que Niffeler se complique. Christophe Vaillet, il est fortement masqué. Oui, il y a pas mal de monde devant lui et surtout, c'est un shoot imparable. Hein. Aussi dans la lucarne, je ne sais pas si c'est la même araignée que de l'autre. C'est de la même famille. Hein, c'est la même famille. Non, c'est la même famille, les araignées. Mais effectivement, un super shoot du défenseur Anderson. Et le but de l'espoir, marqué à 4 contre 5, Stéphane, ça c'est les séquences de jeu. Même Anderson, là, qui perd le puck, là, derrière la... Ça arrive. Écoutez, regardez, il se fait... C'est bête qui tente un jeu renversé, mais le forechecker de Rapperswil avait prévu la manœuvre, c'est le moins qu'on puisse dire. Beau shoot dans la lucarne. Oui, avec cette victoire finalement du CP Berne, parce que ça ne sera pas suffisant sur le score de 2-1. À noter 2 informations à vous donner qui sont tombées dans la journée, à savoir Gunther Sander a rechuté au niveau de sa commotion et surtout, on l'a appris, la signature d'un certain Inti Pestoni du côté du CP Berne pour les 2 prochaines saisons. Étonnant, Stéphane ? Oui et non. Non, parce que je pense que c'est un joueur qui peut tout à connaître des bons moments finalement à Berne. On l'a vu cette année qu'il a été relancé un peu du côté de Davos. Et je vous dirais que c'est un peu surprenant parce qu'il a été dans un grand club une fois, à Zurich, et ça a fait patate. Patate, il a passé à côté complètement. Patate, tu parles du régime alimentaire ou ça n'a rien à voir? Un peu des deux. Donc ça a fait, voilà, il ne s'est rien passé. Étonnant, messieurs, on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Oui, pour moi c'est un peu étonnant. Je pense qu'il voulait se relancer à Davos. Ça marche pas mal pour lui quand même cette saison, malgré il y a le changement d'entraîneur, parce que ça a eu un effet aussi pour lui. Donc, en le voyant à Davos, faire encore quelques points cette année, se remettre vraiment dans le bain et pourquoi pas aller voir l'année prochaine ailleurs. C'est vrai qu'on a vu à Davos beaucoup de joueurs re-signés, prolongés. Depuis Garneau. Pas Pestoni. Inti Pestoni, il ne l'a pas fait, Freddy. Inti Pestoni qui tournait bien cette saison à Davos, il était un joueur important au milieu d'un groupe un peu en dilettante comme ça. Et comme le disaient très justement Stéphane et Christophe, c'est que c'est étonnant je t'en prie, c'est très étonnant qu'on le retrouve signé à Berne après son flop à Zurich. Je crois avoir entendu qu'il est venu aussi tester, il était testé du côté de Fribourg. Il n'aurait pas convaincu les dirigeants fribourgeois. Je pense qu'il aurait eu davantage de temps de glace et
de liberté et ça lui aurait apporté à lui en tout cas un peu plus qu'à Berne où il se retrouve de nouveau au milieu d'un groupe assez compétitif. Je sais aussi de source sûre qu'Ambry tenait vraiment à rapatrier Feti Pestoni. Mais je pense qu'il est à la Berne pour le projet. Voilà, le projet. Encore, toujours. Encore et toujours. Le projet. Ouais, ça doit être le projet. Oui, c'est le projet du chèque de fin. Enfin bref, premier derby de la soirée, si vous le voulez bien, c'était l'autre match studio entre Lugano et Ambry Piotta, 5e derby tessinois de la saison pour l'instant. À chaque fois, c'est l'équipe qui recevait qui s'est imposée. Donc sortez le boulier, de victoire d'un côté, de victoire de l'autre. Forcément, on jouait quasiment la belle ce soir du côté de la Corner Arena. Et c'est Ambry qui va démarrer pied au plancher. Avec cette ouverture du score, Zwerger, hop, la feinte magnifique, Stéphane. Non voulu, mais magnifique. La fin, c'est les meilleures feintes, c'est les feintes ratées, hein, exactement. Il veut revenir et puis il oublie le puck. C'est le no-move là, de Kucherov, mais c'est pas intentionnel. Vraiment pas intentionnel. Il perd presque l'équilibre. Il est poursuivi un bon back-check de Riva qui avait fait une connerie à la ligne bleue adverse. Une bêtise, Stéphane, une bêtise. Oui, une bêtise, voilà. Allez, on continue, non pas les bêtises, mais les buts du côté d'Ambry Piotta, ce 2-0. On va le voir avec ce maître tir, Freddy Babillet de Plastino. Ouais, magnifique tir de la ligne bleue avec un beau, joli mouvement du défenseur qui tourne autour du palais avant d'ajuster son tir du poignet. Pas beaucoup de trafic devant Müller, le gardien luganais qui remplaçait ce soir Merzlikins. Et puis c'est vrai qu'à ce moment de la partie, on craignait le pire pour Lugano, puisqu'ils encaissent encore un 3e but ici. Oui, mais Christophe Val, sur ce but-là, le pauvre Müller, quand on se fait lober ou enquête sur glace, on ne peut rien faire. Ah non, ça n'arrive pas souvent, heureusement. Mais bon, la déviation à 3 mètres du dernier rempart, là, l'a vraiment chamboulé. Et en plus de ça, alors, la chance que ce puck retombe juste derrière son épaule, mais alors entame de match catastrophique de Lugano. Et du coup, temps mort de Greg Ireland, parce que forcément, dans un derby, c'est compliqué. Mais ce petit but de l'espoir de Piccolo Fazzini et Stéphane, qui vient couronner un très bon power play du côté du Lugano. Si on doit retenir le positif, peut-être ce soir, ça a été le pipi du côté du Lugano. Ça marche un petit peu mieux que d'habitude. Le pire pipi de la Ligue, bon, l'avant-dernier, évidemment, parce qu'on compte même plus Rapperswil dans les statistiques, ils sont derniers partout. Non, à domicile, ils sont 11e au niveau de la victoire. Il y a Davos qui fait pire, Stéphane. Ah, Davos, à domicile. C'est pour ça que c'est toujours difficile de se rendre à Rappi. Revenons à notre pipi. C'est vrai que le pipi, ça passe par qui? Ça passe par Hoffman et Fazzini, les deux meilleurs pointeurs de cette équipe en power play. La Fazzini, il allait d'un tir pour les araignées encore? Pour les araignées. Pour les araignées dans la lucarne. On a nettoyé la lucarne de toutes les araignées. Absolument. 3-1 après 20 minutes de jeu. Deuxième tiers. Domination luganaise, mais pas de but. On se rend en 3e période. Et là, Ambry Piotta marque finalement le but le plus important de la partie, Freddy Babillier, parce que c'est le futur game-winning goal. C'est le 4e. C'est celui qui va permettre à Ambry de s'imposer ce soir. Oui, d'autant que, comme vous venez de le dire, la deuxième période était entièrement à l'avantage des Luganais. On craignait que Lugano continue, enfin du côté d'Ambry, on craignait que Lugano continue de mettre cette pression et revienne à 3-2 rapidement. Et là, c'est Ambry qui enfin aussi marque ce soir sur Powerplay. Ouais, la déviation de Hofer devant la cage, on l'a vu, comme c'est un petit gabarit. Non, la cage n'était pas trop haute. Assise de Guerra. Et puis, Grégory Hoffman. Ah bah, ouais, alors, Christophe Val, je veux dire, voilà, il y va de son petit but, on est d'accord. Mais Grégory Hoffman, c'est un joueur. C'est un poison pour le gardien. C'est un poison, c'est une machine. Il est toujours en mouvement, il va toujours dans les bons coups, il flaire les bons coups. Il a très, très souvent sa canne sur la glace. Il a simplement une petite déviation à bout portant du gardien qui le bat entre les jambes. Il y a un joueur qui flambe véritablement cette saison du côté de Lugano. C'est lui qui va marquer le dernier but du reste de ce match en supériorité numérique. C'est un certain Raphaël Sanitz. On va le voir. C'est le but qui a fait quasiment trembler Ambry ensuite. Qui a fait pas quasiment trembler. Oui, ils ont tremblé. Ce qui est étonnant, c'est que là, le piqué d'Ambry, il y a 4 gars qui sont en haut du slot, au-dessus des hachements. Regardez comme ils sont en haut, les 3. Là. Il y a quelqu'un qui dort au gaz. Il y a 2 joueurs de Lugano complètement seuls. Sanitz n'a qu'à poser sa canne. Grégory Hoffman vise la canne de Sanitz qui fait dévier, encore une fois, dans la lucarne. Oui, et c'est le dernier but de ce soir, le 3e du HC Lugano. Et Raphaël Sanitz, justement, on en parle, Stéphane. Eh bien, on avait décidé de... Parce qu'on tu l'as senti venir. On a senti que... Voilà, on a senti quelque chose. On a senti qu'on allait de nouveau parler de lui ce soir. Ouais. Tout simplement parce qu'on en parle beaucoup depuis le début de la saison. On a décidé, avant ce match, de sortir justement ces chiffres. Ouais. Et on va le voir sur le tableau, parce qu'il fait vraiment une saison impressionnante à 35 ans. Bien, il est en voie de connaître sa meilleure saison. Sa meilleure saison de carrière, c'est 26 points. Puis regardez, ça, c'était avant le match de ce soir. 28 matchs,
Maintenant, c'est rendu à 29 matchs, 5 buts, 20 assists, 25 points. 16e de la Ligue avant le match de ce soir. Puis en carrière, c'est un gars qui fait en moyenne en 10 et 20 points par année. Bon an, mal an, c'est 12-13 points. Les meilleures années, c'est 20 points. Si j'ai fait une moyenne, c'est 6 buts, 10 assists en moyenne sur les 15 ans de carrière, 16 points. Donc, c'est pas un gars qui fait énormément de points. Sa pire saison, il y a 2, c'est en 14-15, 1 but en 48 matchs. En 16-17, 3 assists seulement en 48 matchs. C'était 2 saisons cata pour lui. Et cette année, à l'âge de 35 ans, en fin de contrat, peut-être qu'il y a un lien, peut-être fin de contrat, il connaît la meilleure saison en carrière. Regardez, il n'y a même pas 30 matchs de jouer, puis là, déjà 25 points. Donc, il se dirige peut-être sur une saison de 40 points, ce qui serait un record absolu pour lui, puisqu'il placerait dans les 10-15 meilleurs joueurs de la Ligue au niveau des points. Donc, Sanitz connaît la saison de sa vie, messieurs. 35 ans, je mets trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard, on dirait. Il est comme le bon vin. Il s'améliore en vieillissant. Exact. Où il a flairé le bon coup pour signer un autre contrat. Moi, je dis ça, je dis rien, mais ça me fait vraiment penser à un gars qui a roulé sa bosse, qui a toujours eu des bons contrats, était confortable à Lugano. On lui a jamais demandé de gagner des matchs. Il a toujours été bon en play-off, par contre, il faut lui donner ça. Mais c'est le gars qui a une petite carrière tranquille. Puis là, il dit 35 ans, peut-être qu'un dernier petit contrat serait pas mal. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus impliqué cette année qu'il l'a. On est d'accord, maintenant il joue dans le premier bloc. Hein. Ce soir, il est il est avec Hoffman. Quand vous avez un finisseur comme ça aussi, ou en l'occurrence, 20 assists, hein, ça, 20 assists. Mais on lui a jamais vraiment demandé au préalable, justement, d'être un vrai buteur. Raphaël Sanitz, c'est aussi un gros gabarit. Ouais. C'est un gars qui finissait ses mises en échec, qui est toujours dans les coups quand c'est un petit peu tendu, c'est lui qu'on met sur la glace. Ouais. Donc, est-ce que maintenant il est utilisé un peu différemment? Puis c'est vrai que ça aide quand on joue avec Hoffman à côté. On l'a vu sur le power play. Il avait sa canne, il n'a pas bougé, hein, mais il a marqué un but. La question est de savoir, est-ce qu'il produit comme ça parce qu'il joue avec Hoffman ou il joue avec Hoffman parce qu'il produit comme ça? Ben, on va ressortir les statistiques. On va regarder les statistiques et puis on va regarder combien de buts ou combien de points il a fait justement en compagnie de Grégory Hoffman. Allez, une réaction à l'issue de cette défaite, en l'occurrence du HC Lugano, puisque c'est un Luganais qu'on va écouter tout de suite à l'interview. C'est Benoît Yecker. Benoît Yecker, l'entame de match fait très très mal. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces premières minutes? Difficile à dire, on n'était tout simplement pas prêts, voilà. Les goals se sont alignés, puis commencer un match comme ça important dans un derby, c'est vraiment pas facile. L'équipe était peut-être un petit peu perturbée sans Mercikins, avec des ajustements aussi dans l'alignement? C'était pas le premier match qu'on jouait sans Mercikins, donc ça peut pas être un argument pour dire comme qu'on a mal commencé. Ça s'est arrivé, ma foi, que ce soit avec Mercikins ou bien avec Müller, ça changerait. On doit être de toute façon prêt dès le début, puis on l'était pas aujourd'hui. Et là, ça fait encore plus mal quand c'est un derby, ça se ressent dans le vestiaire par exemple? Ouais, ça fait toujours mal quand c'est un match qu'on a perdu, mais bon, c'est vrai que c'est un derby, c'est aussi spécial. On était sur deux victoires d'affilée, on voulait un peu aligner les victoires, parce qu'on a un peu de la peine cette saison. Et puis là, on perd malheureusement ce match, donc ce sera un gros match à faire demain à Genève. Et justement, il y a peu de temps là pour se remettre. À 11h, il y a déjà le car qui part en direction de Genève. Dans quel état vous serez? Ben, ma foi, on sera en forme. On va essayer de faire quand même un petit truc, un petit footing avant de partir. Après, le car, c'est vrai qu'il va partir assez rapidement. Et puis après, il faudra vraiment qu'on soit prêt dès le début parce qu'à Genève, on sait qu'ils viennent très très fort dès le début. Donc, ce sera un bon test pour nous. Ouais, et en plus, ils n'ont pas joué depuis 2 semaines. Ah, ça j'avais pas vu, mais c'est vrai que ouais, ils sont peut-être un peu plus frais que nous. Mais bon, nous, on a aussi un avantage, c'est qu'on est dans le rythme. Donc, il y a des pour, il y a des contre, mais il faut qu'on soit prêt dès le début. Sinon, ça va se passer la même chose qui s'est passé ce soir. Merci bien, bonne suite. Oui, rendez-vous demain dès 19h25 pour ce match entre Genève et Lugano qui sera bien sûr notre match studio. Messieurs, c'était notre rencontre studio de ce soir, le derby à Léventin, le derby tessinois entre Ambry et Lugano. Passe au top et flop. Freddy, le top, c'est pas un joueur. Non, le top, pour moi, c'est Luca Cereda qui s'affirme de plus en plus dans sa position d'entraîneur. Il était pas mal décrié quand il a été nommé à ce poste d'entraîneur avec la volonté d'Ambry Piotta d'apporter un renouveau local avec notamment l'arrivée de justement Luca Cereda. Son message est très bien passé. On l'a vu lors de ce match ce soir, lors de temps mort. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'énergie et qui s'investit beaucoup avec ses joueurs. L'arrivée aussi après avec Paolo Ducca au niveau de la direction technique. On revoit cette identité léventine qui est très chère au club d'Ambry Piotta. Et je crois que le résultat se voit sur la glace avec cette équipe qui déborde d'énergie. Et au niveau du flop, on parle d'un joueur de centre. Alors, ce n'est pas Sanitz, évidemment, Christophe. Non, mais c'est... C'est Maxime Lapierre. Oui. Oui, pourquoi? Parce que, bon, déjà, c'est un homme qui, normalement, met beaucoup d'émotions dans son jeu, qui peut retourner un match pratiquement à lui tout seul.
Il était aux abonnés absents. C'est une personne qui vient de renouveler son contrat pour 2 ans. Et on peut se poser des questions quand on voit un joueur comme ça, actuellement. On ne l'a pas vu ce soir. Non. Moi, je vais rebondir sur Chereda et puis Duka. Moi, je pense que ces 2 gars-là font un mot. C'est 2 gars qu'on dit dans le milieu qui ont de la drive. Mais leur plus grande qualité, la drive, ça veut dire qu'ils ont du mordant. Et puis, c'est 2 gars qui sont francs et directs. C'est des gars qui disent la vérité, qui disent les choses. Ils n'ont pas peur de s'affirmer. Et moi, c'est des gars que j'ai côtoyés durant ma carrière d'arbitre. Et c'est des gars numéro 1, des top niveaux. On ne peut pas dire ça de tout le monde, mais ces gars-là, franchement, je peux vous dire que numéro 1, c'est des gars francs, directs et droits. Et ils ne passent pas par 4 chemins. Puis Duka aussi fait un excellent boulot. Il rencontre aussi les joueurs de temps en temps, puis il met les points sur les i, il met les cartes sur la table. Et bravo, parce qu'ils font vraiment du bon travail. Et puis Dalfarné, parce que Sverger, lui, il l'a bien vu. Personne n'en voulait de Sverger. C'est l'agent qui, je vous rappelle l'histoire, c'est l'agent qui téléphonait à tout le monde en disant lui, il a une licence suisse, c'est pour venir, et personne ne le connaissait. Je connais plusieurs clubs qui ont cherché des renseignements sur lui. Il avait connu une saison d'1 point par match en moyenne à sa 20 ans dans le junior au Canada. À 20 ans, 1 point par match, ça va, mais c'est pas non plus extraordinaire. Bon, finalement, Ambry a dit on va te prendre pas cher 3 ans. Pas cher 3 ans, mais c'est un rendement sur investissement maximum. Bankable, comme on dit. Il y a encore 1 année de contrat à Ambry. Après, il va faire sauter la banque quelque part, je vous le garantis. À Berne. Pour le projet. Pour le projet. Allez, on va passer à notre rencontre de la soirée, si vous le voulez bien. Zurich, Bienne, du côté du Hallenstadion. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. On se rend directement en deuxième période. En deuxième période, on a la mi-match, 30e minute pour l'ouverture du score, avec notre ami Bachmann qui va profiter, Christophe Wahl, d'un mauvais rebond accordé par Yannis Hiller. Oui, exactement, qui remet exactement le puck où arrive le joueur adverse et avec la cuissette propulse la rondelle au fond, donc assez facile pour le joueur de Zurich. On a été voir la vidéo, évidemment, pour voir s'il n'y avait pas eu de geste intentionnel de rediriger le puck, parce que si vous redirigez le puck avec le corps de façon intentionnelle en faisant un mouvement, il n'y a pas de but, mais je pense que c'est un réflexe, elle est arrivée directement sur lui, et puis voilà. Bonne décision des officiels, à mon avis. Tu veux un deuxième réflexe? Oui. Celui-là, il est un peu stupide, parce qu'il amène vrai. un penalty. On va le voir. Regardez, c'est Dave Souter qui va rediriger un objet sur la glace qui se trouve être une canne en direction d'un adversaire qui a le puck. Petit geste lourd de conséquences. Donc, si vous projetez un objet, un gant, une canne cassée ou pas qui est sur la glace en direction du puck ou du porteur de la rondelle en zone de défense, c'est penalty. Très bonne décision des officiels. Exactement. Vous voyez la patte de lapin? Paf! Faut pas l'acheter. Et Rayala, regardez le move de Rayala, exceptionnel une nouvelle fois. Il avait fait tout juste Freddy Mobilier. Le seul problème, c'est qu'il y a une latte. Il a trop levé son palais, il fait effectivement tout juste, et puis son back-end vient mourir sur la latte, pas de bol, mais ça peut relancer les affaires de Bienne, parce que pour Bienne, ça s'est gâté par la suite. Imaginez, 34e minute, 1 minute plus tard, c'est à 5 contre 3 que Zurich va doubler la mise. Le tournant du match, comme on dit, le momentum. Le momentum a changé. Christophe Wahl. Oui, c'est ça, puis surtout sur 2 pénalités. Il y avait un accrochage. En plus de ça, après, un autre joueur de Bienne a ouvert sa G. Donc, ils se sont retrouvés à 3. Point G? Non, pas du tout. Non. Ça bouche. Et sur un shoot incroyable quand même de Noro, on le connaît. Un slap shoot dévastateur dans la Ligue. Trouve le bon côté pour battre l'air. Magnifique. 2-0 après 40 minutes de jeu. La messe est quasiment dite. On est en 3e période. Et on va retrouver Hollenstein, la petite déviation subtile sur un tir, enfin une passe, une nouvelle fois de Noro. Oui, c'est Noro qui dirige le puck. Regardez on va y aller. Il a réussi à trouver une ligne de shoot finalement, le tir du poignet. Et puis c'est Hollenstein qui passait par là, pas tellement couvert par Morer, parce que Morer lui retenait le bras et pas la canne. Et surtout c'est la canne, le joueur couvert. Voilà, et regardez là, Hollenstein qui nous fait un magnifique diving, comme on dit, enfin pas un diving, une simulation, je ne sais pas ce que vous voulez. Un petit coup de riant. Et c'est là où il a pris 2 minutes en fait. Exact. C'est là où il prend 2 minutes. Du coup, du côté de Bienne, on tente le tout pour le tout, on sort le gardien et c'est notre ami Bodenman qui se promène. Regardez là, hop, hop, hop. Un petit coup de balai au niveau de la danse, bien sûr, danse classique. Et c'est surtout 4-0. La messe est définitivement dite. 4-0. Il n'y a pas eu photo. Zurich qui s'impose. 2e blanchissage de Flueller de la saison. Et Zurich qui confirme, je vais dire quoi, son bon état de santé récent, puisqu'ils étaient repassés au-dessus de la barre. Là, c'est parce que ça, c'est ce qu'il joue là, c'est des matchs en retard. Donc là, il rattrape un petit peu le wagon.
Est-ce que Zurich serait passé définitivement au-dessus de la barre jusqu'à la fin de la saison? Jusqu'à la fin de la saison, c'est possible. Ils seront à 46 hein, quand même, Ouais. à l'issue de ce match. Avec encore des matchs. Début janvier, on s'approche dangereusement des playoffs et on connaît les capacités de Zurich de se sublimer lors de ces séries finales. Tout à coup. Oula, il reste trop de matchs encore, attention. Moi, je suis content pour Serge Aubin si ça va un petit peu mieux. Ça va relâcher la pression sur les épaules du gars parce qu'on l'a senti très tendu, sous pression. C'est pas facile, je pense, à Zurich quand tu ne gagnes pas des matchs, surtout qu'il ne gagnait pas beaucoup à la maison. Absolument. C'est pire. C'est toujours pire parce que les gens, c'est ce qu'ils voient. Réaction du côté, par contre, des perdants ce soir. On va écouter tout de suite la réaction de Marc-Antoine Pouliot. Marc-Antoine Pouliot, c'est assez rare pour le dire que le HCBN ne marque pas sur une partie cette saison. Comment vous expliquez ça face à cette défense zurichoise? Je pense que le gardien a bien joué, ça c'est clair. On a eu plusieurs chances. Puis, il y a des matchs comme ça. Les petits détails ont fait la différence. Ça a été un match serré, je dirais, jusqu'au 5 contre 3, le but qui a fait mal finalement. On a l'impression, depuis la tribune, que Zurich a attendu les erreurs biennoises pour enfoncer le clou. Oui, on peut dire, comme je te dis, le 5 contre 3, c'était 1-0. Ils ont fait un gros but en 5 contre 3. Par la suite, on a eu quelques chances. On n'a pas su marquer. On va donner le crédit au gardien qui a fait des gros arrêts, mais faut tourner la page puis se concentrer sur demain. C'est des choses qui arrivent. Le tournant du match, c'est ce penalty raté de Tony Rayala, la barre transversale. Aussi, ouais. Écoute, il avait battu le gardien. C'est un super beau move. Il n'a pas été très chanceux. Puis, il y a des matchs, comme je te dis, on a eu plusieurs chances. Ça, c'en est une. On aurait pu marquer 2-3 buts facilement, mais ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup et bonne chance pour demain. Merci. Voilà pour cette réaction du côté du HCBN après cette défaite face à Zurich. On vous l'a dit, ce soir, il y avait deux derbys, le derby tessinois et un derby roman également du côté de Fribourg, entre Fribourg et Lausanne. À noter le retour d'un certain Andrew Miller aux affaires, qui faisait son retour. Et Andrew Miller, vous allez le voir, toujours aussi précieux, notamment pour distiller des caviars à un certain Julien Sprunger. J'en dis pas plus. Enfin, ça devait faire du bien à Fribourg-Gotteron, parce qu'au niveau de la stat, en ce moment, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 défaites et 2 petites victoires. Julien Sprunger, justement, pour l'ouverture du score, pour Fribourg-Gotteron, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 33 ans. 33 ans, Julien. Et il a failli réussir. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, quand même. Parce que moi, je l'ai arbitré quand il était encore en junior. Ah bon, parenthèse. Parenthèse fermée. On arrête de la chute, n'est pas terrible. J'ai connu très jeune, donc voilà. Mais là, il est allé dans un tir raté, à mon avis, qui a battu Türkirchen, qui a surpris Türkirchen. Allez, on continue. Si on ouvre l'album Souvenir, on n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Allez, plus sérieusement, un partout à 5 contre 4. Emerton qui peut marquer, parce qu'à noter qu'il n'y avait pas absence de Jeffrey ce soir du côté de Lausanne. Ouais. Et du coup, on a aussi beaucoup utilisé Emerton justement dans l'alignement. Un partout, donc après 20 minutes de jeu, dans un match quand même qui s'annonçait assez compliqué. On l'a vu du côté de la BCF Arena. On replonge en deuxième période, si vous le voulez bien. On va retrouver Julien Sprunger, 34e minute de jeu, avec Christophe Wahl cette fois-ci. J'ai envie d'avoir ton analyse sur ce tir et surtout sur la prestation de Türkirchen. C'est la canne, c'est cette malheureuse canne qui m'espèque au fond. Donc, très très mauvais jeu du gardien. C'est quoi? C'est la hauteur du puck? Il ne doit pas intervenir de cette manière-là avec la canne ou le geste est juste? Non, il doit mettre plutôt sa canne vraiment contre la glace avec force pour une nouvelle fois dévier ce puck dans la rondelle. Le 2-1, mais Lausanne est toujours là. Léoné qui va égaliser sur un assist de Lindbaum. Voilà, c'est ça aussi, Freddy Beubier. Et surtout, ne pas douter pour Lausanne qui a su réagir toujours assez rapidement. 12e minute, 14e égalisation, 34e, 35e égalisation. Oui, magnifique ouverture, belle finition, mais c'est vrai que Fribourg-Gotteron mène 2 fois au score face à Lausanne, qui était peut-être bon à prendre ce soir, Lausanne, et puis Fribourg qui n'arrive pas à garder le résultat à son avantage. Assez rapidement, à chaque fois après le but marqué, il y a tout de suite un but qui est encaissé, donc c'est dommage. Une constante du côté, évidemment, il nous manquait Jeffrey à l'attaque ce soir, il nous manque Gunland en défense, 2 gros morceaux, mais la ligne de Emerton, Kennins et Moy ont été surutilisées, comme ça arrive souvent dans le coaching de Peltonen. C'est sa façon à lui. On verra si ça va payer à la fin. On a joué les prolongations, quelques minutes en prolongation. Mais ce soir, Kennins, le joueur le plus utilisé de loin des deux équipes, un joueur d'avant, 26 minutes 37, messieurs. Corey Emerton, presque 25 minutes.
Ça fait beaucoup de temps de Ça glace fait pour un beaucoup. attaquant, ça. Pour un attaquant. Ça, c'est le temps d'un Tom Ernest, d'un Yunlan, d'un défenseur de premier. En défense. Mais comme attaquant, j'ai rarement vu ça. Parce que les défenseurs ont une meilleure condition physique que les attaquants et peuvent se permettre de rester plus longtemps sur la glace, évidemment. Moi, ma théorie, c'est que les défenseurs peuvent tricher un peu plus que les attaquants. Long débat, long débat. On est à 2 partout. On est à la fin du temps réglementaire. On est à 2 partout, fin du temps réglementaire. Rappelez-vous cette statistique, quand même. Fribourg-Gotteron, sur les 10 derniers matchs, c'est 8 défaites, 2 petites victoires. C'est vous dire s'il y avait urgence de signer, ne serait-ce aussi, on va dire, que pour le mental, le succès qui arrive via la crosse de Charles Bertrand. Ouais. Un joli tir qui trompe sur Kirchhoff. Est-ce qu'il peut intervenir là sur Kirchhoff? Non, difficilement. Bon shoot, croisé comme ça, côté canne. Difficile d'aller chercher ce puck et surtout que je crois que c'était 1 minute avant, il avait fait un super arrêt de la mitaine, donc il était bien chaud côté gauche et un petit peu moins côté droit, mais alors là, c'est le shoot parfait de l'attaquant. La victoire, donc 3-2 après prolongation de Fribourg-Gotteron. Vous l'avez vu, double buteur. C'est son anniversaire ce soir. Et en plus, Fribourg a gagné. Bref, beaucoup de raisons d'avoir le sourire. On va écouter tout de suite à l'interview le capitaine des Dragons, Julien Sprunger. Julien Sprunger, une victoire pour Fribourg après une série de 8 défaites en 10 matchs. Ça fait vraiment du bien. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était un peu à l'arraché, mais les 2 points font du bien. Je crois que c'était un match tendu. On l'a pris par le bon bout dès le premier tiers. On a bien maîtrisé notre sujet. On a baissé un peu le rythme durant le deuxième et puis voilà, durant le troisième, on s'est un peu tenu avec Lausanne. Donc on a réussi à passer l'épaule et je pense que c'était très important ce soir. Après votre frayeur à Zurich le 23 décembre, cette charge qui vous a renvoyé au vestiaire, vous avez rassuré votre monde ce soir avec 2 buts le soir de votre anniversaire. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai que c'était une bonne soirée. Malheureusement à Zurich, ça s'est terminé comme ça, c'est les choses qui arrivent. Et puis voilà, j'ai eu quelques jours pour me reposer, pour recommencer l'entraînement normalement et puis je me sens vraiment bien. Donc c'est vrai que j'ai des bonnes sensations ce soir. C'était important de gagner des points ce week-end. Donc vraiment, je crois qu'on a bien commencé. On est sur le bon chemin et je pense qu'il faut essayer de faire la même chose demain à Bienne. Merci. Oui, en effet, on attendra la confirmation du côté de Fribourg-Gotteron demain à Bienne. Autre son de cloche du côté du Lausanne Hockey Club. On va écouter la réaction de Torrey Mitchell. Torrey Mitchell, il n'a pas manqué grand-chose au LHC pour repartir de Fribourg avec 3 points. Non, c'était pas une bonne première période, mais en deuxième, on a commencé à bien jouer. Et en troisième, c'était quand même even. Et on a perdu en prolongation, mais on va prendre 1 point et essayer d'avoir 3 points demain soir. On a remarqué que la profondeur de l'effectif était plutôt conséquente. Malgré l'absence de Jeffrey, Vermin, Yunland, l'équipe reste extrêmement compétitive. C'est plutôt réjouissant. Oui, on a des joueurs sur notre 3e et 4e trio qui sont capables de jouer plus de minutes. Il faut faire ça quand on n'a pas nos 2 meilleurs joueurs. Je pense que notre power play a fait un bon job ce soir et il faut continuer demain. Merci. Voilà pour ces réactions à l'issue de ce derby et donc de cette victoire de Fribourg-Gotteron face à Lausanne. Dernier match de la soirée, c'était du côté de Ilfis entre Langnau et Zug qui restait sur un large succès, 6-2, on en a parlé plus tôt, face à Ambri-Piotta à domicile. C'est tout simplement le leader sur le papier, avantage clairement à Zug. Vous allez voir. C'est pas facile d'aller jouer à l'Ilfis. C'est pas facile, merci beaucoup Christophe. J'espérais que quelqu'un le dise. Et tu l'as dit. Mais regardez cette ouverture du score. Paf, on va chipper le puck, Pessonen. Et c'est bien Tobias Stéphane dans la cage. Et là, Christophe Val, justement, là, c'est quoi? C'est une absence, un non-je-passe? Il ne sait plus où est le puck? Surtout, je pense qu'il est surpris que Pessonen prenne de vitesse son défenseur Schlumpf, là. Et surtout, un super mouvement du côté du back-end. Et cette fois, il le touche, le back-end. Non pas comme au derby tessinois. Là, on le voit, il le pousse bien, ce puck qui passe entre les jambes. Avec un peu de chance, mais... C'est Berger qui le pousse, je pense, après, mais il y a un back-checker Pascal Berger, oui, qui a marqué. Dostoïnov pour le deuxième. Oui, c'est un beau tir côté rapproché, une belle descente à 2 contre 1. Et faire du bien à Dostoïnov qui a été ralenti par les blessures. Regardez, on glisse la rondelle, passe le puck en dessous du bras du gars. Mais n'empêche qu'il a un des meilleurs tirs Dostoïnov du championnat. Et c'est Neukom qui va marquer le 3-0, 58e minute. On a sorti le gardien très très tôt, là aussi du côté de Zug. Regardez, empty net.
ça veut dire cage vide. Cage vide, ouais. Et on a envie de dire qu'il y a des entraîneurs qui ont fait un peu du Chris Maxwell. Ça avait été le cas pour Bienne du côté de Zurich et du Hallenstadion. Ça ne paye pas toujours hein, quand même, Fred Immobilier. Bah, surtout quand on se mélange les pinceaux comme Everberg, je crois qu'il s'appelle, sur la ligne bleue. Il a voulu faire tout seul avec un fort checker sur les épaules et puis il perd le puck et plonge son équipe dans les méandres de l'île Fils où c'est jamais facile d'aller jouer. Ah, oui. Absolument. Voilà, c'est compliqué. Et en plus, ça sent tellement bon les frites là-bas. Ça, c'était à l'époque aussi. Non, mais... On va pas revenir sur... Stéphane, oui. Non mais ces victoires de Langnau, bien sûr, ces 3 points, c'est face à Zug. Quand vous êtes entraîneur, vous avez quand même des matchs où vous cochez, vous savez que vous devez faire des points plus que d'autres, on est d'accord. Donc vous avez disons que la probabilité de faire des points est plus grande. Oui, mais c'est ça, mais on a la 30e journée de championnat, là. Ouais. Et Langnau fait 3 points contre Zug. Ouais, tu vois un petit peu où je veux revenir. Moi, je peux vous dire, c'est le genre de victoire, ça, qui vous permet d'être en play-off. C'est une équipe, on se rappelle, l'année passée, Langnau avait été au-dessus de la barre longtemps, puis a craqué sur la fin. Oui. Et puis là, Ambry, Langnau semble vouloir tenir. Vous allez me dire, il en reste encore 20, il reste encore 40% du championnat. C'est très long, mais c'est des équipes qui nous font plaisir à voir quand même, qui semblent vouloir tenir la route sur la longueur. Et on sait que c'est pas facile d'aller gagner à l'Île-Fils, de toute façon. Bon, allez, c'est bon. On va y aller avec les résultats, parce que je sens qu'il est déchaîné. Les résultats de cette soirée. Il y avait 5 matchs au programme, on vous le rappelle. Il y avait 2 derbies également. La victoire d'Ambry Piotta face à Lugano. Le succès de Fribourg-Gotteron 3-2 après prolongation. Et puis 2 blanchissages du côté de Langnau et du côté de Zurich face à Zug et face à Bienne. Le classement, justement, de National League. On le découvre, Berne, leader, 59 points, 58 points pour Zug, 53 pour Bienne, Ambry, 49, 48 donc pour Langnau, Lausanne, un petit point, 47, Zurich et Fribourg-Gotteron, qui avec ses 2 points repasse au-dessus de la barre. Il y a toujours un match de plus par rapport à Lugano. Ça, c'est pour la National League, vous savez être chaud jusqu'au bout, en effet. Mais Lausanne qui a 31 matchs quand même, hein, qui a 1 ou 2 matchs de plus que tout le monde. Il faudra attendre un petit peu, que tout le monde ait le même nombre de matchs. Si on y arrive une fois à la fin. Je pense qu'on va en parler encore pendant au moins 20 matchs de tout ça. Ouais, et tant mieux, c'est tant mieux parce que vous pouvez suivre bien sûr sur MySport. MySport. On aura tous le même nombre de matchs à la fin. Théoriquement, oui, à moins que Vili Fekelen, le responsable des Canaries, soit trompé. Théoriquement, oui. Allez, il y a des. Mais il y aura plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison cette année, ils ont dit. Je me sens seul parfois. Les résultats de Swiss League de cette soirée, là aussi, non, mais puisqu'on aimerait parler des championnats du monde des M20, on y va. Messieurs, avec la victoire de Holton face à la Chaux-de-Fonds, 5-3, c'est quasiment un choc au sommet, ça. La victoire de Viège qui va bien en ce moment, hein, 4-3 face à Zug Academy, le succès attendu d'Ajoie face au Getseka Lions, Langenthal qui s'impose face à Winterthur et Turgovie qui s'impose 6-2 face à Cloton. Continue d'être très surprenant, en effet, pour cette équipe de Turgovie. 7e, mais avec 50 points, largement au-dessus de la barre. Chaux-de-Fonds reste leader, 4 points d'avance sur Holton, on suit Viège, Cloton et Ajoie. Et là aussi, c'est quand même assez serré, notamment, vous le voyez, entre la 3e et la 6e place. L'événement ce soir, vous le savez, ça se passe du côté de Vancouver. C'est les demi-finales des championnats du monde des M20. Ça a commencé il y a de cela une quarantaine de minutes, peut-être un peu moins. Il y a un tiers qui a été joué très certainement entre la Russie et les États-Unis. C'est un match à suivre en direct sur MySport 7 en ce moment. Puis c'est un match qui sera rediffusé ensuite, juste après ce backcheck sur MySport 1. Mais l'événement de cette nuit, c'est pour ça qu'on boit des hectolitres de café, Stéphane, depuis des jours maintenant. Ça sera à 2h du matin, ça sera la Suisse face à la Finlande, bien sûr, 2e demi-finale, puisque la Suisse, cette équipe de Suisse inattendue, tu dois faire ton mea culpa aussi, Stéphane, sur ce plateau. Une fois, tu le feras demain s'il le faut. Oui, peut-être pour le titre de champion. Ils nous ont surpris, ils ont battu la Suède. Écoutez, on a parlé d'exploit. Disons que c'est une victoire inattendue contre une Suède qui est toujours très redoutée, qui avait fini première de son groupe. Et les Suisses font belle figure. Ils avaient joué du bon hockey jusqu'à maintenant, avaient réussi à battre le Danemark, avaient gagné le match qu'il fallait. Ils avaient quand même perdu 2 autres matchs. Et puis, ils ont gagné le match qu'il fallait pour passer ces quarts de finale. Pour une fois, pas tomber en quart de finale et passer en demi-finale. À la surprise générale, ils ont joué un très bon match, victoire méritée, un gardien flamboyant. Et ça n'a pas été une victoire chanceuse, là, dire on a eu deux monstres. C'était une victoire largement méritée. Ils ont bien joué. Cette équipe-là joue sereinement avec un gardien. Comparativement à l'année passée, on sentait que ça prenait l'eau de tous les côtés. Cette année, ils sont sereins.
Et espérons qu'on ne va pas se contenter de se dire « Ah, on a gagné le quart de finale, c'est réglé. » Allez jusqu'au bout parce que la Finlande est prenable. Les étoiles s'alignent pour la Suisse. Le Canada est éliminé par la Finlande. C'est du 50-50. Franchement, c'est du 50-50 cette demi-finale. Ils ont toutes leurs chances. Mais tu as parlé du gardien. On a un ancien gardien sur le plateau, Christophe Wall. Einstein, il a été stratosphérique face à la Suède. J'ai regardé le match contre la Suède, effectivement. Et après coup, j'ai lu les statistiques qu'il a eues sur les 2 matchs qu'il a joués. Ouais. 97% d'arrêt. Ouais. C'est énorme. C'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à faire. Espérons que la loi de la moyenne va le rattraper, par contre, parce que 97, c'est dur à tenir. Sur une courte période, de toute façon, oui. Ça, c'est clair que ça va descendre un petit peu. Hein. Vous savez, même si vous recevez que 2 buts ou 3 buts, tout d'un coup, votre statistique, elle descend. Mais je pense que le gardien de but est un poste tellement important, peut donner aussi confiance à tous ceux qui sont devant vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr, parce que quand vous gagnez que 2-0 un match de hockey sur glace, en général, c'est que vous avez quand même eu un sacré bon gardien dans la cage. Freddy, Stéphane, il parlait d'état d'esprit. Hein, de dire « Ah, on espère qu'on n'aura pas trop de respect, qu'on ne va pas avoir peur de gagner, peut-être d'aller au bout. » Mais mine de rien, l'équipe, elle est allée en finale des championnats du monde. Elle est passée. C'est peut-être un exemple quand même. Mais tant mieux si on a moins tendance à souffrir de suissitude et puis de se contenter de ce qu'on a fait jusque-là, puis d'apprendre à gagner et de déplacer des montagnes avec comme on disait, les étoiles se mettent en place. C'est maintenant que ça va se passer. Ça joue sur un match. C'est un one-shot, c'est un match, tout est possible. Et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas. Mais il ne faut pas se contenter de ce qui a été fait, regarder dans les rétroviseurs, puis se dire « Waouh, on est là et on est sur le sommet du... » Non, pas encore. Il y a encore 2 matchs à gagner. Et puis après seulement, on pourra boire une coupe d'Isostar. Ce serait exceptionnel. Et déplacer des montagnes. Les montagnes en Suisse, bien sûr, ça nous connaît, mais il faudra éviter de mettre les pieds dans les flaques et surtout dans les lacs. Pourquoi? Parce que l'adversaire, c'est la Finlande, le pays des 1000 lacs, faut-il le rappeler. Et justement, on est allé recueillir, nos collègues alémaniques sont allés recueillir des réactions de Finlandais du côté du Hallenstadion. Ils sont pris en 2 feux, là. Parce qu'il y a Tormenon et Rajala, du côté Bienne. Du côté biennois, bien sûr, finlandais. Et on leur a tendu notre micro, on leur a demandé justement ce qu'ils pensaient de ce match, puis cette équipe de Finlande. Okay, I think Finland is going to win tonight, and why? They have better players, and the good thing is with them they have a tough time in their first group, and now they pick it up their game a lot, and then there are a lot of players who have a tradition to have a success with the junior national teams. Yeah, I agree. We're gonna win tonight for sure, and yeah, it was a tough start from the team, and but now beating the Canada, they will have a lot of energy, and they're a little bit more skilled, I would say, than Switzerland. So we're gonna win the game. Sorry about that. C'est sympa la fin. Il s'excuse, mais pour eux, en tout cas Stéphane, c'est très clair. La Finlande va gagner parce que sur le papier, ils ont les meilleurs joueurs. La Finlande a battu le Canada, et pas chichement. Ils ont mérité. Les Canada ont eu leur chance, mais ils n'ont pas profité, ils n'ont pas été opportunistes. Ils ont battu le Canada avec le style finlandais. On était compact dans notre zone de défense, 5 devant le but, comme Tormainen l'a fait, comme Bern l'a fait, comme Lausanne l'a fait en zone de défense. On se regroupe. On a donné 22 shoots seulement au Canada. Ils n'ont pas battu un têteux, comme on dit, là. Ils ont 22 shoots au Canada. On les a boxés out toute la journée, toute la soirée. Et le Canada n'a pas pu se créer de grosses chances. Ils ont joué le style finlandais, ça a payé. Et cette équipe-là, les Finlandais, ça ne sera pas une mince affaire parce que les Suisses jouent un peu de cette façon-là maintenant, en zone de défense. Si on n'a pas de chance de récupérer la rondelle, on recule un petit peu. Et là, ça va être 2 styles qui se ressemblent un petit peu. Avec plus d'expérience de côté de la Finlande. Un petit peu plus d'expérience. On a quand même une dizaine de gars du côté de la Suisse qui étaient là l'année passée, qui sont venus. On disait que 98, c'était pas une bonne année. Donc l'année passée, on a dit que c'était 98 qui n'était pas assez bon. 99-2000, c'est 2 assez bonnes années. On le voit maintenant. On n'a pas de grande vedette. De gars qui sortent vraiment, un Kourachev qui a marqué des buts. Mais je trouve qu'on est quand même solide en défense. Physiquement, on tient le coup comparativement aux autres années. Il y a des gars qui ont de la bouteille, il y a plusieurs gars qui jouent déjà en Amérique, d'autres jouent ici en Swiss League, quelques-uns en National League. Et puis on voit que physiquement, on tient le coup, on est là, on est solide, et ça fait quand même plaisir à voir. Et puis on a un gardien incroyable. Enfin, je suis désolé, mais il y a un gardien... Ça passe par là. Hein, ça passe par là, mais si le gars il te permet à chaque fois de rester dans le match...
ben, les goals, après, tu oses y aller, t'oses attaquer. C'est aussi peut-être la petite différence qu'on a vue, notamment au quart de finale contre la Suède. Tu l'as dit, c'est pas 2 buts qui viennent, il y a un contre-attaque, il y a 12 rebonds, il y a ci, il y a ça, puis d'un coup, le puck finit. On a donné quand même près de 40 shoots, mais il a été bon à Lunstein, il n'a pas donné beaucoup de rebonds, il a l'air serein. Évidemment, un gardien fait sa chance, il était chanceux sur 2-3 coups, mais il a fait un arrêt clé au milieu du deuxième tiers. C'était 1-1, c'était 1-0 pour la Suisse. Il y a eu un power play, ils ont été dangereux à 2-3 reprises, dont une fois. Il a fait un save, un big save, tout simplement incroyable. Après ce power play-là, 2-0. Ça a été, pour moi, c'est le point tournant du match. Et ces petites choses-là semblaient vouloir tourner pour la Suisse, notamment contre la Suède. Espérons que ce sera la même chose cette nuit parce qu'on aura besoin, évidemment, d'un petit peu de chance. Absolument. Ce match sera bien sûr à suivre en direct sur MySports. Rendez-vous dès 2h du matin pour ce Finlande-Suisse. On croise les doigts. On espère vraiment voir cette Suisse en finale. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous demain, notez-les bien. Ouh là là, prenez un calepin puis notez tout ça. Pourquoi? Parce que 19h25, premier rendez-vous, 19h. Puis regardez bien la tête de Stéphane. À chaque fois que j'annonce les rendez-vous, vous allez comprendre pourquoi après. 19h25, rendez-vous National League, normal, traditionnel, comme d'habitude, Genève Servette face à Lugano. À 22h, Requel, quand le match se termine, hop, si la Suisse est en médaille de bronze, tac, vous allez suivre bien sûr ce match. Ça, vous pouvez le suivre en direct dès 22h, il n'y a pas de souci. Eh bien, nous le suivrons et nous l'entourerons bien sûr dans le studio pour analyser, voir tout ce qui va se passer bien sûr sur la glace. On est d'accord, hein? Quoi qu'il en soit, si la Suisse est en finale, eh bien nous faisons aussi un studio sur la médaille de bronze à partir de 22h et nous vous donnons rendez-vous jusqu'au bout de la nuit du lendemain, si ça dure une semaine. On sera là, pourquoi? Parce qu'à partir de 2h du matin, toujours là avec Stéphane, et il sera là. Regardez ça, le marathon audiovisuel de Stéphane Rochette, ça sera à suivre demain dès 19h25. Et là, nos deux invités disent... Est-ce que la Suisse va être au courant? À savoir. Ça sera mon téléthon à moi. Ça va être magnifique. Si vous voulez faire un don après pour un bel oreiller pour Stéphane, il n'y a pas de souci, on donnera les coordonnées. Merci beaucoup, Freddy Bobillier. Merci beaucoup, Christophe Val. Stéphane, courage. Puis maintenant, au lit. Dodo. Mais non, regarde. Mais non, bien sûr que non. Pourquoi? Il y a Russie et États-Unis à suivre en différé sur MySports One. C'est tout de suite. Merci à toute l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Et à demain. Bye bye.